Bonjour à tous, donc c'est un plaisir de vous retrouver par écran interposé, mais quoi qu'il en soit, être ensemble ce matin. Donc nous allons parler de design, nous allons parler de marque, et puis évidemment, Périscope oblige, nous allons parler de digital. Alors, je suis donc Sébastien Canu, donc je suis un passionné de marque depuis toujours, passionné de design. Tout simplement parce que j'ai très vite eu la conviction que les marques et le design façonnaient notre monde et que comprendre les marques, comprendre le design, c'était aussi avoir des clés de lecture et des clés de décryptage importantes pour me sentir plus libre dans ce monde dont on sait qu'il est en mouvement permanent et en changement perpétuel. Euh, on le voit d'autant plus que nous sommes dans une période de transformation importante liée au Covid. Donc moi, je suis papa de 2 enfants, je suis un fou de vélo et évidemment engagé auprès de l'ensemble des membres d'équipage Périscope en tant que directeur associé. Et c'est vraiment une joie d'être avec vous aujourd'hui et de partager cette passion qui m'anime depuis un peu plus de 25 ans maintenant. Alors ICO, c'est parti, let's go. On n'est pas là pour s'ennuyer. On va donc parler de nous, de vous et de cet homme qu'on va retrouver qui finalement est aujourd'hui un architecte d'intérieur. Et pourquoi il est architecte d'intérieur, cet homme? Parce que il peut implémenter, travailler, designer son intérieur. Cet homme, il va être aussi Homo sapiens, hein, lui, vous, moi, devient aussi aujourd'hui constructeur automobile. Qui aurait pu imaginer, il y a 30 ans, designer sa Porsche, créer sa Porsche? C'est évidemment éligible sur tous ces nouveaux modèles Fiat 500, ces voitures mini, voitures à forte valeur personnelle, forte valeur ajoutée émotionnelle. Et puis notre sapiens, évidemment, il a un avis sur tout. Maintenant qu'il est capable de créer ses voitures lui-même, il est aussi critique de cinéma. Il n'hésite pas à commenter, partager. Il a un avis sur tout en fait, sapiens. Et puis non content d'être designer automobile, décorateur d'intérieur, critique de cinéma, il est aussi capable d'être un influenceur international et de se transformer en critique gastronomique. Évidemment, dans cette espèce de nouvelle mégalomanie où le monde s'articule et se centre autour de lui-même, il n'hésitera même plus à investir de nouveaux rôles et il sera même capable d'être hôtelier. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que entre Sapiens et le monde dans lequel il évolue, dans un monde qui gravite autour de lui, customer-centric, hein, user-centric, le design est partout, tout le temps, tout le temps. Et il est d'autant partout et tout le temps que ce design, aujourd'hui, il est capable de tenir dans quelques centimètres carrés de verre et de métal et qu'il va le porter dans sa poche. Et évidemment, ce monde, il va être aussi capable de s'adapter. Pourquoi? Parce que Homo sapiens a muté. Et Homo sapiens a muté, et quand Homo sapiens mute, il devient Homo designus. Homo designus, néologisme. Et d'où vient pourquoi Homo designus? Parce que Homo designus, c'est une réflexion à 4 mains qui a été pensée avec un monsieur qui s'appelle Gérard Caron. Gérard Caron est une sommité du métier de designer de marque, puisque c'est lui qui a inventé ce métier dans les années 90. Il a été fondateur de l'agence Carré Noir, et donc c'est la première agence européenne de design marketing, présente à l'international, aux États-Unis, au Japon. C'est un monsieur qui continue à exercer en tant que maître S-Design, et à sa demande est né ce projet d'écriture pour questionner la manière dont le digital avait réinventé un métier que Gérard avait posé sur les fonds baptismaux il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Donc, Homo Designus, c'est quoi? C'est 2 ans de réflexion qui, justement, concentrent cette pensée autour d'une conversation entre un designer du temps d'avant, on va dire, et c'est pas péjoratif, évidemment, et un designer d'aujourd'hui, c'est-à-dire un designer digital. Et j'ai eu l'immense honneur, effectivement, d'être choisi par Gérard Caron pour travailler ce livre. Alors, ça veut dire quoi, tout ça? Une fois que j'ai passé le quart d'heure autopromotion, mais n'y voyez pas d'ego et encore moins de vanité.
Ça veut dire que quand Homo sapiens mute, le design va changer d'état. Et inversement. Qui de l'œuf ou de la poule? Qui de l'œuf ou de la poule? Tout simplement, un design qui doit littéralement, au sens physique du terme, changer pour investir l'ensemble des espaces du jeu et l'ensemble des états de la matière. Alors, c'est un concept qui permet de préempter à la fois l'état solide, je prendrai le temps de vous expliquer ce que je mets derrière cet état solide, cet état liquide et cet état gazeux. Et mon intime conviction de designer, ça fait plus de 25 ans que je pratique ce métier, c'est qu'aujourd'hui, si le design est total, si le design est partout, tout le temps, dans l'ubiquité, dans le temps réel, c'est parce qu'il est capable de se transformer et d'investir tous les espaces du jeu. Alors, allons-y. Acte 1, parlons design solide. Qu'est-ce que le design solide? Le design solide, c'est clairement l'héritier du design marketing des années 90. C'est l'ère du logo. J'ai connu, moi, au début de ma carrière, le running gag en agence de design de marque, c'était plus gros le logo, hein, plus gros le logo, hein, plus gros le logo, plus gros le logo. Et c'était l'époque du logo immuable, le logo unique, le logo qu'il fallait surtout pas, le sacré logo. On est touché, évidemment, dès qu'on touchait au logo, on touchait à l'image de l'entreprise, donc on était dans un espace complètement sacré. Il était hors de question d'imaginer questionner ce logo graphiquement, de le questionner évidemment dans son usage, de ne pas respecter ses règles de positionnement, etc. Attention, espace sacré. Donc le design solide, je suis vertueux à le résumer en une seule phrase, c'est un design où la marque va maîtriser tous ses ingrédients pour exister dans un environnement où elle est 100% propriétaire d'elle-même. Il y a un exemple que j'adore, c'est l'exemple du flagship Louis Vuitton, alors qu'il soit sur les Champs-Élysées, qu'il soit à New York, qu'il soit au Japon. Ce flagship Vuitton va concentrer tous les ingrédients de marque. Alors ça va effectivement de la mise en scène produit, évidemment, le choix des matériaux, évidemment, et on va même jusqu'à une sélection du génotype ou du socio-style des vendeurs. Amusez-vous à l'occasion à parcourir les grandes maisons de l'avenue Montaigne et vous constaterez que ces gens qui vendent de la bagagerie, du vêtement à des tarifs défiants, enfin extrêmement prohibitifs, donc qui offrent fondamentalement une offre proche, auront des scénarios d'accueil et un socio-style de vendeurs, d'accompagnants, d'autres qui va varier, qui ira du tout au tout d'un espace à l'autre. Donc, ça veut dire que ce design solide, c'est un design qui s'incarne dans un environnement où l'on peut tout contrôler. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Tout ça, ça nous impose de revenir clairement aux fondamentaux du design identitaire. C'est quoi un design identitaire? C'est quoi un design de marque? Petit quiz. J'imagine que vous avez tous vu un logo Renault, constructeur français. Pas du tout. Ceci n'est pas un logo. Comme aurait pu dire Magritte, ceci n'est pas une pipe. Ceci n'est pas un logo. En tout cas, ce n'est pas le logo Renault. Ce n'est simplement qu'un losange gris sur un fond jaune. Et c'est là qu'intervient le cerveau reptilien et le fait que même si le design mute, même si notre monde mute, notre cerveau finalement évolue beaucoup moins vite que son environnement. Et pourquoi on a vu un logo Renault? Parce que derrière, on nous l'a appris, on nous a marqué des bouts de mémoire en disant que ce signe graphique, ça voulait dire automobile, et ça voulait dire automobile française. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, la marque, structurellement, est un repère. J'adore dire que mon métier, c'est de fabriquer des souvenirs. Là aussi, n'y voyez pas de vanité. J'adore dire que mon métier, c'est de cartographier le monde dans lequel on évolue. Et il y a un exemple que je trouve d'une pertinence absolue, c'est cette marque repère de chez Leclerc, donc la marque distributeur Leclerc, qui dit « C'est ici que ça se passe, cher ami, cher consommateur. Achète-moi derrière la promesse de l'achat moins cher. » Et évidemment, les codes, le rouge, la cible. On ne peut pas être plus judicieux sur les fondamentaux de métier qui se cachent derrière ce design.
Donc la marque est un repère mental, ce qui va venir cartographier notre imaginaire et qui va nous permettre de baliser des espaces et de nous repérer, parce que le monde, c'est mon intime conviction, une autre de mes intimes convictions, le monde est un grand supermarché et il est essentiel de savoir dans quel rayon on a envie de promener son caddie, tout simplement pour aller chercher, acheter et poser le produit, l'article, le service dans le dit caddie. N'oublions pas que nous sommes dans un monde marchand et que le design est au service du commerce et de l'économie. Alors, un des premiers grands ingrédients de ce design solide, c'est évidemment de maîtriser son langage visuel et le logo central. Logo, vient du grec logos, le discours. J'aime à dire que le logo, c'est votre visage, c'est votre carte d'identité, c'est ce qui ne changera jamais. J'ai un exemple que j'adore, un os. Très bien. Et si je modifie cet objet, j'y ajoute un signe, la bannière étoilée. J'installe un sens dans cet objet, plus banal qu'il soit, un os. Est-ce que ça devient un mémorial? Est-ce que c'est un nouveau dispositif médical, made in US? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et si, est-ce que c'est une nation? Évidemment, on questionne évidemment l'organisation sociale de notre monde. Mais si c'était une marque derrière? Et si cet os était finalement un iPhone pour chien? Imaginez la puissance de ces petits pixels carrés de sens entre la bannière étoilée qui nous amène sur un espace qui est celui de la politique, qui est celui de l'organisation de notre monde, et la pomme croquée qui nous amène sur la haute technologie. Vous constaterez que le sens qu'on va donner et qu'on va qualifier à cet os, le plus banal, n'est plus du tout le même. C'est là le travail du designer, une de ses grandes missions. Donc le logo qui va concentrer une promesse, qui va marquer un espace. Deuxième grand ingrédient, être vu, reconnu, aimé, préféré. Et pourquoi? Pour être acheté. Comment imaginer mettre posé dans le caddie un produit ou un service qu'on n'identifierait pas? Un exemple, Coca-Cola, design qui n'a pas bougé depuis plus d'un siècle maintenant, une couleur, le rouge. Et effectivement, j'ai pas triché, hein. Je vous invite d'ailleurs, petite astuce, Google Images est un outil d'une puissance extrême pour analyser la puissance de vos marques et la cohérence, puisqu'on sait que l'enjeu de la multiplication passe par la cohérence dans cette multiplication, hein, avec un objectif clair qui est la mémoire, hein, travailler la mémorisation. Donc Coca-Cola, Coca-Cola c'est rouge, évidemment. Alors c'est rouge, me direz-vous, mais est-ce toujours rouge? Ça ne l'a pas été. À un moment donné, ça ne l'a pas été. Et quand Coca sort Coca Zéro, évidemment, il préempte un territoire visuel qui n'est plus celui du Coca sucré. La même démarche avait été entreprise au moment du light, parce que le diable sucre s'habille en rouge. Donc évidemment, il fallait casser cet effet Pavlov-là. Mais avec le temps, arrive l'absolue nécessité d'exister et de ne plus casser les repères, de recentrer sur son ADN visuel. Et Coca Zéro est un business case qui me semble d'une pertinence absolue. Pourquoi? Parce que peu à peu, Coca-Cola a décidé de revêtir à nouveau son Coca Zéro de rouge. Et il l'a fait en plusieurs étapes. Il a commencé par installer cette espèce de halo rouge, comme un soleil, qui est le visuel du milieu sur cette image. Et puis petit à petit, le rouge a gagné la bataille pour aujourd'hui arriver à des linéaires Coca-Cola et une omniprésence du rouge dans ce linéaire, parce que Coca, dans nos imaginaires, c'est rouge, tant et si bien que cette puissance d'imaginaire, c'est aussi, il y a eu un effet buvard sur l'ensemble des boissons, des colas, de manière générale, et aujourd'hui, on a du mal à imaginer en linéaire un cola qui ne soit pas Coca, qui brise la convention. Le seul qui a essayé, qui a pu résister, c'est Pepsi, mais ça ne s'est pas fait sans casse.
Voilà. Donc la couleur et les fondamentaux contribuent à la perception, est un des grands ingrédients fondamentaux de l'identité et de la puissance de marque. J'ai un autre exemple. Badois rouge, quel merveilleux exemple. Jusqu'à Badois rouge, la convention du linéaire des eaux gazeuses, j'ai eu la chance de travailler pas mal sur ce secteur de l'eau. La convention, c'est de l'eau gazeuse, c'est bleu ou c'est vert. Et puis un jour, on a un troublion qui s'appelle Badois rouge et qui décide de casser tous les codes. Et sa stratégie est simple, elle est de dire tout simplement, pour être acheté, il faut que je sois vu. Et marquons ma différence. Et débrouillons-nous pour que le design porte cette promesse qui est la force. Badois, pour ceux qui l'ont déjà goûté, est une eau qui est extrêmement pétillante, très forte en bouche, presque agressive sur le palais. Donc Café Badois, ils ont évidemment investi le champ du rouge, qui est aussi une couleur qui est clairement cette couleur de la force, hein, couleur de la chair, couleur de la force, casser les codes linéaires, et ils ont évidemment relayé leur parti pris design par une campagne de communication qui disait attention, Badois, ça va être très fort, ça va arracher, pour reprendre l'expression. Voilà, donc on est aussi dans cette fameuse, je joue avec la convention du linéaire, je joue avec la boîte, j'aime à dire la boîte de couleurs que nous consommateurs avons en tête, mais il y a des moments où il est aussi malin, stratégique, tactique, que de s'éloigner un peu de la convention, faire le petit pas de côté qui fait qu'on va exister et qu'on va être visible. Autre ingrédient, je pense que ça c'est une vraie révolution qui est arrivée dans les années 2000, c'est de dire que le logo, certes, mais pensons plus loin que le logo, et aujourd'hui, le logo qui est notre étendard doit travailler en système. Donc, il doit travailler dans un écrin, il doit travailler dans un espace mis en scène, et dans ce pilier qui est le design solide, c'est d'autant plus facile que en étant propriétaire de mes espaces de distribution de l'information, je suis capable de faire à peu près ce que je veux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, autre quiz, j'imagine que vous avez tous vu Louis Vuitton. Le monogramme Vuitton. Il est gravé au siège, pas très loin à Paris, pas très loin du Pont-Neuf. Mais c'est pas le logo Vuitton. Le monogramme Vuitton n'est qu'un élément décoratif de la marque. Le logotype Vuitton, il est là. Ce qui veut dire que, dans le cas précis de cette marque Louis Vuitton, c'est son environnement d'usage, c'est ce qu'on appelle le design system qui a pris la main sur le logo. Comment peut-on imaginer aujourd'hui une marque comme Louis Vuitton sans son monogramme que la marque a su re-questionner en faisant travailler des street artistes, etc. Mais il est toujours là. Et le premier élément d'identification de cette marque, c'est évidemment son design system. Re-Google Images, re-image non trafiquée, ce serait trop facile de mettre un coup de Photoshop pour porter mon propos. Quand on googleise Louis Vuitton, eh bien évidemment, c'est le monogramme qui sort. Et même quand on est sur des séries spéciales, je vous invite à regarder, c'est là qu'on voit la puissance de la couleur, cette malle rouge, qui est une série spéciale pour la marque de skate, skate ultra haut de gamme suprême, plus grand coup marketing de ces 5 dernières années. C'est toujours le monogramme Vuitton qui nous invite à dire ok, on est bien chez Vuitton et nulle part ailleurs. Important, c'est très important. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, certains produits doivent vivre d'eux-mêmes. Et que serait Louis Vuitton au bras d'une élégante sans son monogramme quand on compare à une marque comme Hermès et son sac Kelly, où on est sur quelque chose, effectivement, on a une forme qui est très signifiante, mais on reste sur un sac avec une couleur un peu moins visible. Et ben, aujourd'hui, le marqueur est beaucoup plus dilué chez Hermès que chez Vuitton. Donc évidemment, on voit aussi que les cibles de populations qui vont faire le choix de Vuitton ne sont pas les mêmes qu'Hermès. En général, on a des gens chez Vuitton qui ont envie que ça se voit. Alors vous me direz, ouais, Sébastien, il est gentil, Vuitton, tout ça, ils sont riches. Bonne maman, les confitures. Ils ont été capables de se réapproprier un motif iconique qui est le motif Vichy, sur des produits qui coûtent moins de 5 € et avec toujours cette logique
de impacter le visuel, le linéaire, pardon, avec un repère visuel extrêmement clair, extrêmement limpide. Et j'adore cette phrase de Matisse qui disait un aplat bleu de 3 mètres sur 3 sera toujours beaucoup plus puissant qu'un aplat bleu de 30 cm sur 30. Questionne évidemment le bon sens. Le métier de designer est aussi un métier de bon sens. Donc, le parti pris, c'est effectivement d'avoir un signal, d'installer un signal visuel qui nous rassocie à la marque. Voilà pour le design solide. Première étape. Je suis chez moi, 100% propriétaire de moi-même, je fais ce que je veux. J'ai un logo qui aujourd'hui se pense et s'organise en système avec une boîte de couleurs qui lui est dédiée. Et c'est la répétition fait que je vais générer de la mémorisation. Deuxième étape. Et après, arrive le digital. Le design liquide est clairement né du digital et c'est un design où la marque doit concentrer ses ingrédients, donc se replie sur ses fondamentaux, de manière à pouvoir se distribuer avec une espèce d'effet buvard, j'aime bien le mot par capillarité, sur tous les nouveaux réseaux d'information qui lui sont offerts. Avec une nuance forte, c'est que ces réseaux d'information et de distribution de l'information ne lui appartiennent plus. Donc c'est quoi concrètement? Ce sont les réseaux sociaux. Ce sont tout dans la vraie vie, dans la vie réelle, les pop-up stores, les collabs, ce qu'on appelle les collaborations, c'est-à-dire feu co-branding. Donc ce sont des espaces où la marque n'est plus 100% propriétaire d'elle-même, donc elle va, quoi qu'il en soit, devoir continuer à exister. Comment? Tout d'abord en étant adaptif, polymorphe, parce que les marques sont des organismes vivants, des marques qui s'inventent tous les jours, des marques qui meurent. Rendez-nous Monsieur Malabar, rendez-nous l'Alsacienne. Et pour ça, le logo devient polymorphe. Alors, il est bien loin, hein, le temps du logo sacré, immuable, iconique. Pas touche à mon logo. Et là, j'ai quelques exemples, évidemment. Le logo devient responsive, c'est-à-dire qu'il est capable de s'adapter à ces espaces de diffusion et notamment à la surface physique de distribution qui lui est accordée. Et alors, ce qui est incroyable dans ce changement d'état, où la marque, littéralement, les molécules de la marque restent en contact les unes avec les autres, mais par contre, elles sont en mouvement, hein. C'est que les noms aussi deviennent polymorphes et agiles et se raccourcissent. Accor Hotel devient Accor, client de Periscope, client qu'on connaît très bien. Domino's Pizza qui redevient Domino. Federal Express qui devient FedEx. Tout simplement parce que le nom est un mot et le nom c'est aussi un son et qu'il doit vivre aussi dans les esprits. Donc un logo qui devient polymorphe. Un logo qui doit être ce que j'appelle digital optimisable, c'est-à-dire qu'il soit conçu structurellement pour pouvoir exister dans ces nouveaux espaces de distribution. Je disais en préambule que le monde tient dans notre poche et dans les quelques centimètres carrés de notre smartphone. Yellow Pages, qui est le service d'annuaire des New-Yorkais, a revu son identité pour être la plus intelligible et la plus puissante et la plus émergente possible sur son principal canal de distribution, qui est le smartphone. Donc elle a reconçu son identité visuelle pour l'usage, ne pas être plus dans la user experience. Et puis évidemment, je reviens à mon préambule sur abordé lors de l'étape du design solide, qui est de dire être vu, reconnu, aimé, préféré pour être acheté. Mais dans ce monde qui devient polymorphe, dans ce monde connecté, dans ce monde de l'interaction permanente, l'enjeu, c'est aussi d'être à partager et d'être recommandé. Et pour ça, il est essentiel que notre marque soit prête à être partagée et être recommandée. Alors j'ai un exemple que j'aime beaucoup, qui parlera, je sais qu'on a aux gens de la mode, qui est la marque Off-White,
qui a été créé par Virgil Abloh. Alors Virgil Abloh, c'est un designer, c'est un espèce de joyeux touche-à-tout qui transforme à peu près tout ce qui touche en or. Et Virgil Abloh, devenu d'ailleurs designer officiel Vuitton sur la collection Homme, un homme d'une créativité exceptionnelle. Et Virgil Abloh, il a commencé à créer, quand il a créé cette marque qui s'appelle Off-White, son parti pris a été simple, il a été de marquer littéralement l'usage de l'objet. Et sa marque de fabrique, c'est effectivement les guillemets autour de la qualification de l'objet. Donc cette botte, for walking, entre guillemets. Et en fait, c'est une marque qui est née qui est clairement, qui s'est viralisée très très vite et qui a été portée par une tribu d'addicts, hein, avec un certain nombre évidemment de leaders d'opinion, hein, notamment des gens comme Drake, qui ont porté évidemment la marque, et on sait que ces grands influenceurs peuvent eux aussi contribuer à des succès planétaires. Et on le voit, Off-White, c'est 7 millions d'abonnés en quelques temps. Cette slide date de septembre 2019. Et Off-White, c'est un écosystème social de dingue. Il y a un nombre de comptes Off-White, je vous invite à aller jeter un œil si ça vous intéresse, qui en plus de ça est géolocalisé, ce qui permet d'ailleurs d'avoir un trend extrêmement ciblé sur le choix des produits. Et on le voit, la mise en scène des produits, on le voit effectivement, wallet, cards, et on a ce marqueur aussi simple que des guillemets. Et alors, Off-White, sont les rois de la collab, hein, ce qu'on appelle les collabs, c'est-à-dire la collaboration de deux marques qui s'associent pour créer de la valeur. Et vous prenez cette Nike Air aujourd'hui, elle se chiffre à quelques milliers de dollars. On reviendra d'ailleurs sur le cas des sneakers en fin de présentation. C'est un cas, moi, qui me passionne à la fois en termes de design et de marketing. Donc évidemment, quand deux marques puissantes se rencontrent, c'est l'explosion sur les réseaux sociaux. Et quand on parle d'effet buvard, de distribution par capillarité, la capillarité, elle est évidemment accélérée par les consommateurs, hein, consommateurs. Hein, on est plus que user-centric, là, on est brand ambassadors. Donc on le voit sur Nike Off-White, j'ai fait la recherche hier, on était à 363 824 ambassadeurs qui avaient posté avaient posté sur les réseaux sociaux. Et comme on sait que l'avenir de la communication, c'est la recommandation, imaginez la puissance de frappe du dispositif. Donc on voit que structurellement, la marque et le design est conçu pour. Et évidemment, puisqu'on est dans une logique de collaboration, de co-branding, le système s'étend à l'infini. Et je pris l'exemple de la chaussure, mais ça se fait évidemment dans d'autres éléments de vestimentaire, vestes, etc. Et alors, ce que je trouve intéressant aussi sur cette slide, c'est qu'on est toujours dans cette logique de repères, et on est dans des repères qui sont extrêmement agiles. Un des grands marqueurs visuels de de Off-White, c'est l'étiquette de bagage rouge. Alors, je peux vous garantir que si vous arrachez l'étiquette de bagage rouge sur une chaussure Off-White, vous êtes pendu par les pieds jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est un crime de lèse design et de lèse création de valeur. Alors, ce que je trouve extrêmement intéressant également dans la marque, dans le business case Off-White, et ça je m'en suis rendu compte depuis quelques mois, l'émergence d'un signe. C'est-à-dire que c'est une marque qui jusqu'à présent vivait sans logo et a commencé à installer un logo, je voudrais dire à l'ancienne. Donc on a du solide qui est venu s'installer dans le liquide. Et ce signe-là, il a été porté notamment par des rappeurs. On apercevait dans un des derniers clips de PNL, dont on sait la puissance sociale, ce bout de logo qui a généré un buzz, en tout cas en France, assez incroyable autour du fait qu'il y avait une collaboration qui allait se lancer entre le groupe et la marque Off-White. Donc ça veut dire que aujourd'hui, même les gens qui viennent du liquide, les entités qui viennent du liquide, se recentrent aussi sur les fondamentaux du design de marque à l'ère du solide. Et effectivement, j'ai poussé l'investigation un petit peu plus loin hier soir ou avant-hier soir, et je me suis rendu compte que le compte Instagram de Off-White avait été revisité et remettait en scène ce qui est leur monogramme Vuitton à eux. Voilà, donc je trouve que le cas est extrêmement intéressant, ce qui m'a permis de constater qu'en plus de ça, que le nombre d'abonnés avait augmenté de presque 4 millions. 4 millions.
Voilà pour le design liquide. Donc, le design solide, je suis chez moi, 100% propriétaire de moi. Je suis l'héritier du design des années 90, l'ère du logo. Le design liquide, c'est mon héritage qui va se transformer, qui va devenir de plus en plus souple, de plus en plus agile pour pouvoir exister sur les nouveaux canaux de distribution de l'info, les réseaux sociaux, le web et également tous les dispositifs événementiels type pop-up store. Et là, je commence à exister dans la tête de mes consommateurs. Arrive donc le troisième acte, que j'ai qualifié de design gazeux. Alors là, les molécules sont toujours là, mais elles sont en mouvement. Il y a du vide entre elles. Et le design gazeux, c'est d'après moi l'étape ultime du design digital, puisque c'est l'addition du design liquide et du design solide. Et ça nous amène à quoi? Ça nous amène à un état, un changement d'état où on est clairement dans l'invisible, où tout est immatériel, où la marque n'est plus que mémoire. Patrick Lelay, il y a quelques années, tenait les propos suivants. Ça lui a valu d'ailleurs un certain nombre de problèmes. Mon métier, c'est de vendre des temps de cerveau disponibles. Patrick Lelay, pour les plus jeunes, ancien directeur général ou président de la chaîne de télévision TF1. Mon métier, c'est de vendre des temps de cerveau disponibles pour les annonceurs. Et en fait, dans cette étape ultime du design, la marque n'est plus qu'un souvenir collectif. Alors, comment ça marche, ce truc? Tout d'abord, on constate l'avènement de ce que j'ai appelé le « je suis unique, mais en série ». Exemple de l'automobile. Je reviens à mon Homo sapiens, designer de Porsche, au début de présentation. Aujourd'hui, je suis la marque, parce que la marque me ressemble. Lorsque nous avons travaillé sur le livre avec Gérard, nous avons la chance d'avoir eu contact avec, entre autres, les gens de chez Renault, que Gérard connaît très bien. Et quand on voit l'infinie possibilité de personnalisation versus le nombre limité de choix achetés, c'est-à-dire qu'on a un panel champ des possibles exceptionnel, et puis au final, on se retrouve avec 80% ou 90% des modèles qui se ressemblent. C'est le syndrome Mini avec le drapeau anglais, le Union Jack, posé soit sur les feux arrière, remarquable d'ailleurs, ou sur le toit ou quelque part, quoi. Voilà. Le damier aussi, hein. Le damier a eu un grand succès chez Mini il y a quelques temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce design aujourd'hui, et la marque, elle va vivre dans son utilisateur, parce que la marque va faire de l'utilisateur un contributeur, un ambassadeur, et l'intégrer dans la tribu, en fait. Donc quelque part, puisque je suis moi, la marque devient moi, et puisque je suis moi, évidemment, elle est quelque part dans un petit bout de ma mémoire et surtout de mon cœur. On est toujours dans cette logique émotionnelle, rationnelle, et on sait que c'est toujours l'émotionnel qui l'emporte. Être multisensoriel. Avez-vous remarqué l'importance du visuel, évidemment? Que serait Nivea sans la forme iconique du rond et la couleur historique du bleu? Rouge Coca, bleu Nivea. Avez-vous reconnu l'importance du bruit, du design sonore? Que serait Harley sans la pétarade de son moteur? La Harley Davidson électrique pose des soucis énormes aux constructeurs. J'ai eu l'occasion de rencontrer un designer sonore il y a quelques temps qui me disait j'ai été consulté là pour travailler sur l'identité sonore des nouvelles Harley Davidson électriques. Imaginez une bécane avec cet imaginaire du bad boy, du cuir, du clou, des chaînes, Johnny Hallyday et Sons of Anarchy, qui fasse le bruit d'une autotamponneuse au démarrage. Je pense que le mythe risque de s'effondrer quelque peu, le bruit. C'est très vrai aussi dans l'automobile, le design sonore sur les claquements de porte.
C'est très vrai dans l'électroménager, le design sonore de la porte du four ou du frigo qui se referme. C'est très très lié à l'expérience consommateur et donc à la mémorisation de la marque. Le toucher, il y a un toucher BMW, il y a un toucher Skoda, il y a un toucher Renault, il y a un toucher Mercedes. Et c'est vrai aussi dans le vêtement. Il y a un toucher, il y a une maille Hollister, il y a une maille, il y a une maille Abercrombie, il y a une maille. Voilà, le tactile aussi devient un ingrédient extrêmement fort, ce qui est paradoxal à l'ère des écrans. Et puisqu'on parle d'écran, il y a un toucher Apple. Vous touchez votre trackpad Apple, ben, vous n'avez pas le toucher d'un HP. C'est hyper important aussi. Et puis, de plus en plus utilisé, il a fallu du temps, mais c'est le design olfactif. Un des pionniers, ça a été Nature et Découverte. Il y a une odeur Nature et Découverte. Et là encore, l'automobile qui est très en avance sur un certain nombre de sujets autour du design. Évidemment, il y a un parfum d'un véhicule neuf. En général, ce sont des bombes, hein, pour information, des bombes spray. Et puis, c'est pas toujours valable dans tous les espaces, ni pour toutes les marques, mais le goût. Que serait Nutella sans son goût, évidemment, avec effectivement un énorme problème les concernant, c'est que le goût Nutella est lié à le dépositaire du goût Nutella, c'est l'huile de palme. Donc c'est aussi la raison pour laquelle Nutella, enfin Ferrero a lancé des grands programmes d'entretien de la forêt, etc. pour tout simplement parce que c'est un produit qui peut pas se passer de sa matière première qui est l'huile de palme. Donc tout ça pour dire que le design aujourd'hui, l'état gazeux, il va s'infiltrer partout, et puis surtout il va être invisible ou presque. Et être invisible ou presque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être surtout là où on ne l'attend pas. Et là, ça rejoint la fameuse Customer Journey, avec un exemple que j'aime beaucoup, là aussi, je le trouve extrêmement judicieux, Accor Hotel, qui est donc un des clients de Periscope, et de se dire que finalement, la Customer Journey, c'est quoi? Ce sont toutes les étapes par lesquelles mon consommateur va passer à un moment donné. Et puis, à chaque étape, on va être capable de lui raconter la belle histoire, à chaque point de contact, de lui offrir les bonnes sensations, de se rappeler à lui. Et aujourd'hui, c'est une des singularités de Periscope, c'est qu'on peut mettre de la data à chaque étape, qu'on soit dans le monde réel ou dans le monde virtuel. On peut traquer, et que le cas échéant, ça veut dire qu'on peut organiser le cycle de consommation et évidemment le cycle d'expérience. C'est une expérience, un grand mot à la mode du moment, mais l'expérience, c'est qu'est-ce que la marque va faire pour moi, consommateur, et qu'est-ce que la marque va me faire vivre à un moment M du cycle de consommation. Alors j'ai un exemple que j'aime beaucoup, c'est Mama Shelter. Typiquement, Mama Shelter était très très forte. Je vous invite, quand vous en aurez l'occasion, de taper le mot Mama Shelter sur Instagram et vous verrez qu'il y a un nombre incalculable de personnes qui font les cons, pardonnez-moi l'expression, avec les masques qui sont mis à disposition. Aujourd'hui, c'est devenu un des marqueurs du Mama Shelter. D'ailleurs, Mama Shelter communique très peu sur son logo, va communiquer évidemment sur son parti pris design, on en reviendra dessus, slide suivante, mais surtout le masque est devenu un marqueur identitaire à part entière de Mama Shelter. Et d'ailleurs, à l'intérieur de Mama Shelter, vous avez la possibilité de vous prendre en photo, que les autres occupants de l'hôtel voient vos photos qui sont partagées sur un réseau interne, sur les écrans sur les téléviseurs, pardon, que vous avez dans vos chambres, etc., etc., etc. Donc on est vraiment dans une mise en scène de soi partagée avec les autres, et évidemment sur les réseaux sociaux. Et puis, je parlais tout à l'heure de marqueurs architecturaux. Ça, c'est un des grands partis pris, une des grandes intelligences de Mama Shelter, hein, donc marque du groupe Accor Hotel. Ça a été effectivement les bouées. Les bouées deviennent un élément complètement identitaire de la marque. Et là aussi, si vous tapez Mama Shelter, il y a fort à parier que vous tomberez sur les bouées ou sur les masques. Et alors, ce qui est encore plus fort, puisqu'ils sont allés, on est sur
une maturité marketing et design extraordinaire. Il y a même un marqueur qui sont les crêpes Suzette du petit déjeuner. Voilà. Et on sait que certains consommateurs retournent et habitués retournent pour la sacro-sainte crêpe du petit déjeuner au Mama Shelter. Et alors, là aussi, quand je parle de marque gazeuse, c'est-à-dire une marque qui est invisible, on a effectivement, j'ai extrait deux images qui m'ont été envoyées dans le cadre de la CRM Mama Shelter, donc des mails reçus. Et là, on voit qu'évidemment, même dans le socio-style, dans le look de la jeune femme, ben, on est bien au Mama Shelter, quoi. Voilà, c'est assez, c'est divinement travaillé. Et pour clore, prise de parole, évidemment, si je vous dis une voiture qui va vite, très vite, il semble qu'on voit tous la même chose. Et c'est ça aussi aujourd'hui le design gazeux. Allez, pour terminer, je me suis amusé à un petit quiz autour de marché que j'aime beaucoup, qui est le marché de la sneaker. Et je vais vous présenter trois modèles d'un modèle qui est devenu iconique, hein, qui s'appelle la Jordan 1. Premier modèle, la Jordan 1 classique sur le site Nike. Pricing, hier matin, $147. Ces trois exemples ont pour volonté, objectif de partager ce qu'est devenu le design ou ce à quoi contribue le design en termes de création de valeur. Le design digital, sachant que dans le design digital, le marketing n'est jamais très loin. Donc nous sommes dans une Jordan 1 classique, site Nike US, hier matin, $147. La même, ou presque la même Jordan 1, designée, co-brandée avec la marque Off-White dont je vous parlais tout à l'heure, et vous reconnaîtrez effectivement le signe distinctif qui est le mot R entre guillemets. $3 243. Et enfin, la Air Jordan 1 Friends and Family, donc édition spécifiquement dédiée à la tribu Nike. Donc édition Friends and Family Colette, donc pour ceux qui connaissent Paris, donc Colette, le concept store parisien qui a fermé ses portes il y a quelques temps, en 2017. Donc c'est une paire qui a été fabriquée par Nike en spéciale édition Colette à destination de la garde rapprochée Colette en 2017. Et aujourd'hui, ce sneaker sur StockX, qui est donc un marché boursier de la basket, hein, je vous invite à y jeter un œil si ça vous intéresse. Vous avez en fait des cotes par modèle. Donc hier matin, cette Air Jordan 1 était cotée $20 000. Voilà tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le design est partout, tout le temps. Il s'immisce dans tous les espaces du jeu. Le marketing n'est jamais loin et il n'a jamais été autant créateur de valeur. Et c'est aussi la raison pour laquelle je milite très fortement pour avoir des designers dans les comités de direction. Que serait Apple sans Jonathan Ives? Et aujourd'hui, c'est un ancien designer qui a pris la direction, qui est devenu CEO de Nike. Et je pense que s'ils en sont sur ces espaces de création de valeur aussi démentiels, c'est pas un hasard. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est un exercice passionnant, mais pas simple. J'ai plutôt l'habitude d'être en interaction sur des sujets qui me passionnent autant. Donc, je vous remercie et je me tiens bien entendu à votre disposition pour la suite de ce webinaire et vos questions et réponses. Merci beaucoup.